Et si, désormais, la souveraineté d'un pays ne se décidait plus dans l'isoloir, ni sur un champ de bataille, mais entre quatre murs, sous l'œil silencieux de caméras et derrière des codes secrets. Imaginez la scène. Pas de drapeau, aucune foule, juste des armoires noires alignées sous une lumière crue, veillées par quelques gardes au regard fermé. Pas de ministre, pas de photos, seulement un communiqué aussi froid qu'une lame. 2 centres de données activés, sans explication, sans détail, ni sur leur contenu, ni sur leur véritable mission pour la nation. Rien à voir, rien à fêter, tout à verrouiller. Pourtant, dans les cercles de la sécurité, cette simple phrase a fait l'effet d'une déflagration muette, bien plus puissante qu'un discours télévisé. Car tous comprennent, ce geste discret pèse peut-être plus lourd que 10 élections ou 100 lois. Que s'est-il vraiment passé lors de cette activation? Pourquoi ce voile de secret? Et surtout, qu'est-ce qui se joue réellement derrière ces portes d'acier? Ignorer l'ampleur de ce qui vient de se produire, c'est accepter de vivre dans un état où la souveraineté numérique pourrait disparaître sans bruit, sans vote, sans que personne ne s'en aperçoive. Au fond, qui tient les rênes d'un pays digital? Celui qui signe les décrets ou celui qui détient les données? Pour mesurer la portée de ce basculement silencieux, il faut comprendre d'où l'État venait. Avant cette activation, la réalité était radicalement différente. Avant cette nuit, le contrôle des données nationales ne relevait pas vraiment du Burkina Faso. Pour saisir la rupture, il faut remonter à l'époque où la souveraineté numérique n'était qu'un mythe, fragile et lointain. Jusqu'à il y a peu, l'État burkinabé vivait hors de chez lui, sans vraiment le réaliser. Pensez-y. Les registres civils, les identités, les impôts, chaque pilier numérique de l'administration ne reposait pas sur le sol burkinabé. Tout était hébergé sur des serveurs disséminés à l'étranger, confiés à une mosaïque de prestataires et de plateformes hors de portée directe. La mémoire nationale était dispersée. Chaque dossier, chaque donnée officielle, chaque preuve numérique circulait à travers des réseaux hors contrôle du Burkina Faso. Un simple acte de naissance, un certificat, une sauvegarde administrative. Tout voyageait, franchissant des frontières invisibles, dépendant de machines et de règles étrangères. Si l'on reprend l'exemple du registre civil, imaginez une famille de Ouagadougou tentant d'obtenir un acte de naissance pour un nouveau-né. Pendant des années, cette simple démarche impliquait que la demande, la vérification et même l'enregistrement final pouvaient passer par des serveurs hébergés en Europe, voire en Amérique du Nord. Les employés locaux de l'État civil n'avaient alors qu'un contrôle limité. Si la connexion vers l'étranger tombait, tout le système s'arrêtait, parfois pendant des heures. Sur le papier, l'État décidait. Les ministères légiféraient, organisèrent les élections, votaient des lois. Mais dans les faits, le socle numérique de sa souveraineté était ailleurs, éclaté, soumis à d'autres logiques, d'autres calendriers, d'autres mains. Prenons un autre exemple, celui des impôts. Un entrepreneur burkinabé, désireux de s'acquitter de ses obligations fiscales, utilisait une plateforme en ligne qui, sans qu'il le sache, transmettait ses informations à des serveurs situés en Afrique du Sud ou en France. Une mise à jour logicielle décidée par un prestataire étranger pouvait retarder le traitement de centaines de dossiers, sans que personne au Burkina Faso n'ait de levier pour intervenir rapidement. Cette organisation donnait l'illusion du contrôle. On se croyait maître chez soi, alors qu'il suffisait d'une coupure, d'un désaccord commercial, d'un incident géopolitique pour tout paralyser. Pire, personne ne savait précisément où chaque donnée essentielle était stockée, ni qui pouvait y accéder au juste moment. Rester dépendant de ces systèmes, c'était comme remettre la clé de sa maison à des inconnus. Sans résistance, on laissait d'autres lois, d'autres intérêts décider de l'accès, de l'ordre, de la continuité de l'État. La souveraineté numérique n'était qu'un mirage confortable, et c'est précisément ce qui la rendait si risquée. L'histoire regorge d'exemples où la perte de contrôle sur les infrastructures s'est traduite par des crises majeures. En 2013, l'Estonie, pourtant pionnière du numérique, a subi une vague d'attaques informatiques massives, orchestrées depuis l'étranger. À ce moment, l'essentiel de ces données administratives était déjà rapatrié, ce qui a permis au pays de résister
et de restaurer rapidement ses services. Imaginez ce qui se serait produit si toutes ces bases de données avaient été éparpillées sur des serveurs étrangers. L'État aurait pu être paralysé pendant des semaines. Mais que se passe-t-il quand un État décide de tout rapatrier, de reconstruire son cerveau digital sous son propre toit, sur son propre territoire? Le basculement ne se fait pas sans heurts, ni sans conséquences. C'est une opération à la fois technique et politique, qui va bouleverser la façon dont l'État se protège et se définit. Ramener ces systèmes, c'est reprendre la main. Mais est-ce aussi concentrer tous les risques au même endroit? C'est un renversement total. Désormais, chaque donnée, chaque requête, chaque identification passe par des serveurs physiques installés sur le sol national. Hier, l'information circulait à travers des réseaux étrangers, des plateformes opaques. Aujourd'hui, elle reste enfermée à l'intérieur du territoire. Le flux s'est inversé. L'État s'observe lui-même en direct, à travers ses propres machines. Cette internalisation donne à l'État une conscience numérique immédiate. Plus besoin d'attendre des rapports, des audits, ou l'intervention d'un partenaire étranger. Chaque mouvement, chaque modification, chaque connexion est visible, traçable, par les autorités nationales. Mais cette transparence radicale dévoile aussi la faille majeure du système. Tout est désormais localisé, centralisé, vulnérable à un seul point de défaillance. Avant, la dispersion avait ses inconvénients, mais elle protégeait. En rassemblant tout, l'État concentre désormais l'ensemble du risque. Si une panne survient, si une attaque frappe, ou si une simple erreur de configuration se produit, ce n'est plus un service isolé qui tombe, c'est tout un pays qui vacille. Les administrations s'arrêtent, la mémoire collective se fige, l'identité numérique est menacée. Ce qui était éparpillé, résilient grâce à sa complexité, devient fragile par sa centralisation. Un scénario concret. Imaginez qu'un administrateur réseau commette une erreur de configuration sur le pare-feu du centre de données principal. En quelques secondes, l'ensemble des services publics, de la délivrance des passeports au paiement des taxes, devient injoignable. Les citoyens se pressent au guichet, les files s'allongent, l'incertitude se propage. Autrefois, une telle panne aurait pu être circonscrite à un prestataire externe. Désormais, elle affecte l'ensemble de la nation. Dans ce nouvel écosystème, le pouvoir glisse, presque imperceptiblement. Les hauts fonctionnaires et les politiques visibles ne détiennent plus seuls les leviers. Les clés véritables de la souveraineté numérique sont passées dans les mains de celles et ceux qui contrôlent l'accès technique. Ingénieurs système, administrateurs réseau, experts cybersécurité. Une ligne de code, un badge d'accès, et l'État peut s'ouvrir ou se refermer en un instant. Un parallèle saisissant peut être fait avec l'affaire Snowden, en 2013. Le lanceur d'alerte américain a révélé comment un petit groupe d'opérateurs pouvait, par simple accès aux infrastructures, manipuler ou intercepter des communications à l'échelle mondiale. Dans un État qui rapatrie ces données, ce cercle restreint d'experts détient un pouvoir immense. Leur formation, leur intégrité et leur loyauté deviennent aussi cruciales que les institutions elles-mêmes. L'État numérique internalisé ressemble à un cerveau branché sur un nerf unique. Sa puissance nouvelle est indéniable, mais elle dépend entièrement de la robustesse et de la loyauté du cercle technique qui l'administre. Si ce groupe vacille, s'il est compromis, corrompu ou menacé, c'est la souveraineté de tout un pays qui peut tomber en quelques minutes. Ce centre de gravité inédit bouleverse l'équilibre des pouvoirs. Derrière la façade institutionnelle, une question taboue se pose. Qui détient, en vérité, les clés du pays? Où s'arrête l'autorité politique? Où commence l'empire technologique? Mais cette centralisation a un prix, visible seulement quand la première alerte retentit. Alors, le pays découvre à quel point sa nouvelle souveraineté repose sur quelques épaules. La vraie indépendance numérique, c'est aussi la fin des excuses. Dès que les centres de données nationaux s'activent, impossible de rejeter la faute sur un partenaire étranger en cas de panne, de piratage ou de fuite. Toute faille devient une responsabilité exposée, sans filtre, inscrite dans la mémoire du pays. Les erreurs, les retards, les coupures,
Tout se voit ici, en direct. Le rideau offert par l'invisibilité des prestataires externes disparaît, et le pays se retrouve face à sa propre compétence ou à ses propres manques. Cette transparence donne le vertige. Chaque incident, chaque minute d'indisponibilité sera scrutée par tous et jugée par l'histoire. Ce choc impose une révolution intérieure. Plus de raccourcis faciles, plus de correctifs venus d'ailleurs. Le Burkina Faso doit former ses propres ingénieurs, bâtir un savoir-faire local, concevoir ses protocoles de sécurité. Face à une panne majeure, aucun appel à l'étranger ne résoudra la crise. Il faudra des équipes prêtes à intervenir, à réparer, à expliquer en pleine lumière. La Norvège, par exemple, a investi dans la formation massive d'ingénieurs locaux lorsque le pays a rapatrié le contrôle de son système bancaire numérique. Grâce à cet investissement, lors d'une tentative de cyberattaque en 2022, les équipes nationales ont pu réagir en moins de 2 minutes, empêchant une fuite massive de données. Cet exemple montre que la souveraineté numérique exige non seulement des serveurs nationaux, mais aussi un capital humain solide et réactif. On entre dans une ère où la souveraineté numérique n'est plus un privilège, mais une nécessité pour survivre. L'intelligence artificielle, les monnaies digitales, la surveillance automatisée, chaque mutation technologique mondiale oblige l'État à maîtriser ses fondations. Sinon, il ne s'agit pas d'indépendance, mais de vulnérabilité totale. Accepter cette maturité, c'est accepter le risque de l'échec, visible, public, parfois brutal. Mais c'est aussi le prix de la crédibilité et de la puissance réelle. Aucun État ne peut se dire autonome tant qu'il confie sa mémoire collective à des inconnus. La stabilité, la confiance, l'innovation, tout dépend de cette capacité à affronter la réalité brute et à en assumer les conséquences. Des mesures concrètes sont nécessaires pour renforcer cette autonomie. Création d'écoles spécialisées pour les métiers du numérique, audit régulier des infrastructures, simulation de crise pour tester la résilience des systèmes et transparence accrue sur la gestion des incidents. Chaque pas vers l'autonomie doit s'accompagner d'une pédagogie nationale, afin que la population comprenne les enjeux et adopte une culture de la cybersécurité. Reste à savoir, quelles leçons tireront les autres nations? Et surtout, comment chaque citoyen vivra-t-il ce basculement? La réponse ne concerne pas seulement les gouvernements, mais chaque individu. Car la souveraineté numérique, c'est aussi l'affaire de tous, à chaque instant. L'indépendance numérique, c'est choisir entre le confort rassurant du passé et la puissance incertaine de demain. Rester simple utilisateur, c'est laisser d'autres écrire les règles, façonner nos usages, définir nos limites. Tant que nos données, nos infrastructures, parfois même notre identité, reposent hors de notre portée, nous profitons peut-être d'une facilité immédiate, mais nous abandonnons la maîtrise et prenons le risque de devenir invisibles, dépendants, soumis à des forces qui nous échappent. À l'inverse, devenir créateur d'infrastructures, c'est ouvrir une porte sur un tout autre monde. C'est choisir la maîtrise, mais aussi l'effort. Construire, héberger et défendre ses propres systèmes, c'est s'offrir la liberté d'innover, de protéger ses secrets, de décider pour soi, mais aussi d'assumer pleinement les erreurs et les échecs. La souveraineté numérique ne se résume pas à aligner des serveurs ou déplacer des données. C'est un chemin ardu, exigeant discipline, apprentissage et résilience. La technologie n'est qu'un levier. Ce sont la capacité d'apprendre, de corriger, de résister aux attaques et d'accepter la complexité sans béquille extérieure qui crée la vraie transformation. Prenons le cas du Rwanda. Après avoir subi de nombreuses cyberattaques contre ses systèmes de santé et ses bases de données citoyennes, le pays a lancé un vaste programme de formation en cybersécurité. Aujourd'hui, des centaines de jeunes professionnels sortent chaque année d'écoles dédiées, prêts à défendre l'infrastructure nationale. Ce modèle montre que la souveraineté numérique passe aussi par l'engagement de la jeunesse et la création d'un écosystème d'innovation locale. Aujourd'hui, chaque État, chaque entreprise, chaque citoyen fait face à cette décision. Faut-il externaliser le contrôle en espérant que tout fonctionne et que les règles restent équitables? Ou bien accepter l'effort, l'investissement, parfois la douleur de la prise en main, afin de décider vraiment de son destin numérique? Le moteur fondamental, ce n'est pas la meilleure technologie.
c'est le courage. Le courage d'affronter l'inconnu, d'accepter que l'indépendance exige des nuits blanches, des gestes techniques qu'on aurait voulu déléguer, des compétences à forger plutôt qu'à acheter. C'est ainsi seulement que le possible s'élargit, que le confort passager devient puissance durable. Refuser cet apprentissage, c'est accepter de vivre sous des lois invisibles, dictées ailleurs, sur des machines étrangères. C'est renoncer à écrire sa propre histoire, à protéger ce qui compte, à choisir ce qui sera oublié ou gravé dans la mémoire nationale. La question est alors simple, mais brûlante. Au Burkina Faso, l'activation discrète des centres de données marque ce point de bascule. Mais que signifie vraiment ce saut vers une souveraineté numérique assumée? À qui confiez-vous vraiment votre souveraineté numérique? La question semble simple, mais sa portée est vertigineuse. Ignorer ce choix, c'est accepter que d'autres, invisibles, décident de l'avenir de votre pays, de votre entreprise ou de votre vie digitale, parfois sans même que vous le sachiez. Ce qui vient de se jouer au Burkina Faso dépasse la simple prouesse technologique. Derrière la mise en service de ces centres de données, il y a un geste politique majeur, celui de rapatrier la mémoire nationale sur le sol du pays. Ce n'est pas une évolution anodine. C'est une prise de risque, une rupture avec la facilité de la dépendance, un saut dans l'inconnu de l'autonomie. Assumer sa souveraineté numérique ne consiste pas seulement à empiler des serveurs ou à installer des logiciels locaux. C'est choisir, enfin, qui détient, protège et incarne la mémoire collective et les droits numériques d'un peuple. C'est accepter de porter, sans intermédiaire, la totalité des risques, cyberattaques, pannes, erreurs humaines, mais aussi l'audace d'innover sans filet, sans tuteur étranger. La souveraineté numérique n'est pas un drapeau à agiter. C'est une responsabilité lourde, un test de maturité pour une société et pour ses dirigeants. Désormais, la capacité d'un État à protéger ses données, c'est la capacité à défendre son identité, son pouvoir et sa liberté d'action. L'enjeu est immense. Préserver l'indépendance nationale, garantir la sécurité collective et garder la main sur son avenir. La prochaine fois que vous partagez une information, sauvegardez une photo ou ouvrez un compte en ligne, interrogez-vous. À qui appartiennent réellement vos données? Qui détient ce qui vous définit? Ce que le Burkina Faso vient d'activer, c'est la possibilité de reprendre ce contrôle, de ne plus s'en remettre aveuglément à des puissances étrangères ou à des règles invisibles. Mais ce tournant n'est qu'un commencement. Il impose une discipline nouvelle, celle de la vigilance, individuelle et collective. Car la souveraineté, qu'elle soit nationale ou personnelle, ne s'achète pas. Elle se construit lentement, s'entretient et se défend, chaque jour, face aux menaces visibles ou cachées. Dans cette nouvelle ère, chaque citoyen peut adopter des gestes simples, utiliser des mots de passe robustes, se former à la sécurité numérique, privilégier les services locaux lorsque c'est possible et exiger la transparence sur le traitement des données. Les entreprises nationales, de leur côté, doivent développer des solutions logicielles adaptées aux besoins locaux et participer à l'effort de formation. Le futur africain ne se jouera pas seulement à travers la technologie, mais dans la capacité à choisir, lucidement, qui détient la clé de nos existences numériques. La question demeure ouverte. Sommes-nous prêts à relever ce défi, ou préférerons-nous rester dépendants, confiants dans des mains invisibles? La souveraineté numérique, c'est avant tout la capacité de décider pour soi-même, d'assumer ses choix et d'envisager l'avenir avec lucidité et audace. Au Burkina Faso, la lumière froide des centres de données vient d'illuminer un chemin possible. Mais il appartient à chacun, à chaque nation,